des militaires français disent non. C'est quand même quelque chose qui est formidable à savoir, à apprendre quand on n'est qu'un pauvre civil et qu'on n'a jamais pu comprendre comment fonctionnaient les dissensus à l'intérieur du corps militaire, des corps militaires, et puis d'avoir le plaisir de se retrouver sur un certain nombre de questions entre civils et militaires, et notamment pour défendre, on va le voir, des militaires qui, d'une certaine manière, ont rompu l'omerta et interpellé le gouvernement français. On va le voir tout à l'heure. Donc, on a créé ensemble un groupement qui s'appelle le Groupement citoyen France Libre et qui est composé de militaires signataires d'un appel, d'une pétition et de civils qui sont donc des organisations qui sont représentées aujourd'hui par, dans l'ordre ici, Jacques Nikonov qui fait partie de la Dynamique populaire constituante, Daniel Gousseau qui fait partie de RPS Fier et Gilda qui est la fille de notre ami et camarade Léon Landini et qui fait partie de l'association Carmagnole Liberté. Voilà. Donc, Léon a participé à la création. Oh, non, oui, c'est vrai. Mais c'est pas une organisation, c'est Régis Chamagne, qui est un ex-militaire aussi, et qui est dans la même démarche que de signature de la pétition et qui est en soutien aussi à Paul, qui passe, donc je le disais ce matin, je le redis, qui passe devant le Conseil d'État, dont la date a été déplacée, donc ce sera le 19 novembre à 14h. Et ce n'est plus, oui. Je veux dire, on ne peut pas, avec l'image, poser là, enfin, je veux dire, le quoi? Parce que c'est pas n'importe quoi, ce sigle. Oui, mais il est significatif. Oui, mais ouais, il me porte beaucoup. Quoi. Je ne sais pas comment le faire. Donc, on va commencer. Donc, c'est Régis. Il me fout tout le bordel. C'est Régis qui va commencer. Ensuite, c'est Gilda. Ensuite, c'est Daniel. Et ensuite, c'est Jacques Nikonov. Je signale au passage que le Pardem fait évidemment partie des co-créateurs du Groupement citoyen France Libre, qui n'est pas une association avec des statuts déposés, un trésorier et patati patata, qui est une union de forces, en fait, et dont vous pouvez lire la profession de foi sur le site qui existe, gcfl.fr, évidemment, et qui soutient à la fois ce que ont lancé avec courage un certain nombre de militaires et qui ont le GCFL qui propose aussi des actions particulières, non seulement de soutien, mais plus largement avec quelque chose en commun qui s'appelle le programme du Conseil national de la résistance, où on peut évidemment se retrouver encore plus largement que sur la question ukrainienne, Russie, dont on va parler. Donc, Régis, c'est à vous. Merci, Michel. Donc, effectivement, il y a une pétition qui a été déposée parce que le gouvernement et le président de la République n'ont pas respecté la Constitution. Et pour en parler, je vais remonter aux années d'occupation. Je ne sais pas si vous savez qui est Henri Freinet. Il a été le créateur du mouvement Combat, le meilleur réseau de résistance, le mieux organisé, le mieux structuré, qui, au moment des murs, a été à l'avant-garde. Henri Freinet a écrit son livre, sa guerre, qui s'intitule « La nuit finira ». Donc, il raconte qu'il était dans l'unité française qui a été faite la dernière prisonnier dans la poche d'Alsace,
que, profitant du brouhaha de la reddition, il s'est enfui tout de suite avec un sous-officier. Ils ont franchi la ligne de démarcation. Il s'est présenté à Vichy, il a vu comment ça se passait et très rapidement, il a monté son réseau de résistance. Il a été convoqué 2 fois à Londres et la 2e fois, on l'a retenu parce que ça commençait un peu à chauffer pour lui en France. Et il a fait partie du gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger pour s'occuper des prisonniers, du retour des prisonniers de guerre. Et un jour, il est convoqué par le général de Gaulle qui lui dit Freinet, le fleuron de la marine française, le Richelieu, qui était un bâtiment magnifique, fleuron de la marine française, vient à nous. Il avait passé toute la guerre jusqu'à présent dans le port de New York et maintenant il nous rallie. Je compte sur vous pour aller leur parler. Ils doivent encore porter la Francisque. Dites-leur, racontez-leur ce qui s'est passé en France, la résistance, etc. Et Henri Freinet arrive sur le Richelieu, il est reçu par le Pacha, il se rend au carré des officiers et il s'adresse aux officiers. Il leur dit qui il est, Saint-Cyrien, breveté d'état-major, fils et frère de Saint-Cyrien. Il leur dit assez rapidement ce qui s'est passé dans la résistance, en forme d'introduction, et ensuite il dit ces mots. Pour la première fois dans l'histoire de France, les officiers ont dû choisir entre le devoir d'obéissance, qui est la loi du soldat, et ce que les circonstances de la guerre imposaient à l'homme libre. Vous avez choisi la première voie, j'ai choisi la seconde, etc., etc. Eh bien, je pense que cette phrase peut aujourd'hui s'appliquer aux militaires français. Alors évidemment, il n'y a plus d'armée qui défile au pas de loi chez nous, mais nous sommes néanmoins sous la dictature du 4e Reich, que l'on appelle l'Union européenne. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. C'est furtif, alors que sous l'occupation, ça se voyait. D'où cette pétition, qui fait partie d'un acte de résistance. Les actes de résistance aujourd'hui sont réprimés. Cette pétition qui s'adresse au chef de l'État, qui fait n'importe quoi, qui ne respecte pas la Constitution, c'est le fait du prince, c'est les caprices d'un enfant gâté, et cela en fait indique un système qui s'effondre. Et donc il faut replacer tout cela dans un cadre beaucoup plus large, qui est le changement de paradigme géopolitique. Alors pour ça, je vais vous parler d'une courbe mathématique, la courbe de Stuart Kauffman. Stuart Kauffman est un biologiste mathématicien américain qui a travaillé sur les systèmes complexes. Au milieu des années 90, vers 95, on lui a demandé de prédire quel allait être le développement de l'Internet sur Terre. Et pour cela, il a conçu un modèle informatique, créé un ensemble de n éléments, et de façon aléatoire, il a fait se constituer des liens entre les éléments 2 par 2. Et en abscisse, il comptabilisait le nombre de liens créés, et en ordonnée, il mesurait la taille du plus grand ensemble de liens connectés entre eux. Il a fait répéter cette expérience de nombreuses fois pour en tenir une courbe moyenne, et ça donne ça. Ça donne ça. Ça, c'est la modélisation d'une transition de phase dans les systèmes complexes. La géopolitique est un système complexe et le changement de paradigme en géopolitique est une transition de phase. Alors, je vais d'abord partir de l'ancien paradigme. Succinctement, l'ancien paradigme, donc qu'on en appelait unipolaire, après le monde bipolaire, reposait sur le dollar. Les États-Unis prélevaient l'impôt sur le monde entier car grâce au privilège exorbitant du dollar, qui était la monnaie d'échange mondiale, ils vivaient au détriment du monde entier. L'armée américaine, réputée la plus puissante après la première guerre du Golfe,
servait à punir les récalcitrants. Ainsi, Kadhafi, qui avait développé un dinar or et qui s'apprêtait à l'utiliser en Afrique pour vendre son pétrole, éliminé. Saddam Hussein, qui voulait passer du dollar à l'euro pour vendre son pétrole, éliminé. Et donc ça, c'était le monde ancien. Et le monde nouveau, donc le nouveau paradigme, c'est le monde multipolaire. Alors maintenant, revenons à la courbe. Le début de la courbe, c'est 2007, 8, 9. En février 2007, c'est le discours de Poutine à Munich, où, citant Roosevelt, il dit qu'il va falloir réfléchir à un cadre et instaurer en Europe un cadre de sécurité, c'est-à-dire un cadre dans lequel tous les pays seront en sécurité. L'OTAN venait de s'élargir largement, malgré les promesses de Bush à Gorbatchev. Et donc, il fait ce discours, qui est un discours fondateur. En novembre 2008, il y a le G20 à Washington, au cours duquel la Chine propose de réfléchir à un futur outil d'échange international pour remplacer le dollar à terme, un outil qui est à peu près le Bancor qu'avait proposé Keynes à Bretton Woods, c'est-à-dire un panier de monnaie et de métaux précieux. Évidemment, les États-Unis refusent, mais la Chine a pris date. À cette époque, la Chine possédait 2400 à 2500 milliards de dollars en bons du Trésor. 10 années plus tard, elle n'en possédait plus que 600 à 700, et c'est toujours comme ça aujourd'hui. 2009, juin 2009, première réunion des BRIC à Ekaterinbourg. BRIC, c'est un acronyme qui avait été inventé par un économiste de Goldman Sachs. Les anglo-saxons adorent les acronymes. Et il avait regroupé sous cet acronyme les pays aux économies émergentes, c'est-à-dire à fort taux de croissance, mais qui partaient de très bas. Brésil, Russie, Inde, Chine. Et en 2009, à Ekaterinbourg, ce qui n'était qu'un acronyme devient une réalité géopolitique. C'est donc le début de la transition de phase. Et on ne voit pas grand-chose se passer, sauf pour les observateurs qui savent observer les signaux faibles. Et pour cela, je vais poser un prisme pour analyser un peu cette transition de phase. C'est la définition du général Poirier qui définit une stratégie intégrale d'État comme étant la combinaison de 3 stratégies générales, économiques, militaires et culturelles, qui combinent leurs voies et moyens actuels et potentiels dans l'optique d'un objectif unique, dans une unité de pensée et d'action, terme exact. Voilà, le général Poirier. Donc une stratégie économique s'appuie sur une puissance économique, une stratégie militaire sur une puissance militaire, une stratégie culturelle sur une attraction. Alors, on analyse. Qu'en est-il de la qu'en est-il de la puissance économique et militaire des États-Unis et de la puissance économique de la Chine et militaire de la Chine, dans un premier temps, parce qu'il y a un point de jonction en 2013. Moi, je m'intéressais relativement pas mal aux questions militaires, et donc je suivais un peu les programmes militaires américains. À partir du début des années 90, les Américains ont tout misé sur le furtif, et ça a été une faute stratégique colossale. Que des échecs. Le F-35 est un échec, c'est une daube, cet avion ne sera jamais opérationnel. Le porte-avions Gerald Ford, pareil, il ne sera jamais opérationnel. Le Sénat a refusé de financer le 3e. Le destroyer de la classe Humboldt, furtif, révolutionnaire, ils avaient prévu d'en acheter 6 pour des missions de frappe dans la profondeur. Finalement, ils se limitent à 2 pour des missions de garde-côte. Et puis, tout à l'avant. Tout comme ça. Donc, un effondrement technologique américain. Sur le plan économique, vous en savez au moins autant que moi, je ne développe pas. La désindustrialisation des États-Unis, le passage d'une économie productive, industrielle, à une économie financière qui ne repose plus sur rien. Et puis
Sur le plan culturel, tout en découle. Hein. Il suffit de voir l'attrait des universités américaines à l'égard des étudiants étrangers. Aujourd'hui, des universités prestigieuses sont au bord du dépôt de bilan parce qu'il n'y a plus personne, de moins en moins de monde qui viennent chez eux. Je reviens à ma courbe. À un moment donné, ça se situe à peu près par là. Donc normalement, les observateurs qui savent observer auraient dû quand même réagir. En septembre 2013, début septembre 2013, les États-Unis, l'Angleterre, la France et les autres s'apprêtent à attaquer la Syrie. Et pour ouvrir le bal, les États-Unis tirent 2 missiles balistiques depuis la base de Carthagène en Espagne, sur la Syrie. La Russie, qui avait gagné une bataille navale de positionnement en préalable, abat ces 2 missiles avec 2 missiles antimissiles S-300 à bord de bâtiments russes le long des côtes syriennes. À ce moment-là, il était clair que la capacité stratégique défensive de la Russie pouvait s'opposer victorieusement à la capacité offensive stratégique des États-Unis. 3 jours plus tard, ou 4 jours plus tard, Xi Jinping, je ne sais plus quel colloque, dit « il va falloir dédollariser l'économie mondiale ». Je vous rappelle que la dédollarisation avait commencé en 2008, le top départ. Mais là, il l'annonce. Et à ce moment-là, j'y ai vu la combinaison objective, l'association objective de la puissance militaire russe et de la puissance économique chinoise pour détrôner la puissance globale américaine. En avril 2014, le bâtiment américain Donald Cook entre en mer Noire. Selon les accords d'Istanbul, vous savez, ils ont le droit de passer 15 jours, pas plus, pour les pays non riverains. Donc ce bâtiment est équipé du système Aegis, le système anti-aérien Aegis, réputé comme étant le nec plus ultra du système anti-aérien. Le lendemain de son passage par le Bosphore, il voit 2 plots radars à la bordure de son scope et pop, les plots disparaissent. Et quelques minutes plus tard, il est survolé par 2 Sukhoi 24. Alors le Sukhoi 24, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ce sont des trapanels des années 70 avec des entrées d'air carrées qui ont une surface équivalente radar monstrueuse. Et ils ont fait disparaître tout simplement leur signature radar grâce à un pod de guerre électronique. À ce moment-là, je me suis dit, les Russes ont la supériorité militaire sur les États-Unis. J'ai écrit un livre de stratégie aérienne dans lequel je démontre, par un raisonnement logique, que la supériorité en matière de guerre électronique est un préalable à la supériorité aérienne, qui elle-même est un préalable aux actions de surface. Et donc pour moi, à partir de là, il était absolument clair que les Russes avaient une supériorité militaire sur les États-Unis, technologiquement. Ça a été confirmé 4 ans plus tard lors d'un symposium de guerre électronique aux États-Unis, le GeoInt 2018, au cours duquel un général américain des Marines qui avait commandé en Irak a raconté que les Russes faisaient n'importe quoi. Ils faisaient ce qu'ils voulaient sur leur scope radar, sur leurs emails, sur tout. Ils étaient maîtres du champ électronique et qu'il estimait qu'ils utilisaient que 60% de leurs moyens, leur puissance électronique. Donc c'était clair. On est toujours en 2018 et là, Poutine annonce que la Russie possède des missiles hypersoniques. L'OTAN a commencé par nier, à rigoler en disant c'est du bluff, tout ça. Non, Poutine ne bluffe pas. Et puis, bon, ben voilà. Donc, on a parlé de la guerre en Ukraine. Oui, de la guerre en Ukraine, de la guerre de l'OTAN contre l'Ukraine. Il faut quand même savoir que depuis 2014, l'armée ukrainienne, les centres d'opération ukrainiens ont été intégrés au centre d'opération de l'OTAN, au système de commandement de l'OTAN, et que ce sont des officiers généraux britanniques et américains qui ont
planifié l'attaque de l'armée de Kiev contre la Russie pour reprendre la Crimée. Je dis bien pour reprendre la Crimée. Les Anglais ont un rapport pathologique avec la Crimée. D'ailleurs, ils nous ont entraînés dans une guerre au XIXe siècle. Les Anglais, l'armée ukrainienne était positionnée entre Kiev et la Crimée. Et ils avaient commencé à bombarder sauvagement le Donbass en multipliant la cadence des tirs d'artillerie sur le Donbass, ainsi que l'avaient noté les observateurs de l'OSCE. Et les Russes ont pensé que c'était une diversion. Et qu'en fait, leur objectif, c'était d'amener l'armée russe en face pour pouvoir foncer sur la Crimée. Et c'est pour ça que les Russes ont mené une attaque, entre guillemets, une percée vers Kiev, avec très peu de moyens, de façon à ce que cette armée qui était prête à attaquer la Crimée remonte pour protéger Kiev. Et pendant ce temps-là, ils ont fait une manœuvre très rapide de faux pour sécuriser la Crimée. C'est ça qui s'est passé au début de la guerre. Donc une manœuvre géniale. Avec très peu de moyens. Ils ont attaqué à 1 contre 3. Alors que dans toutes les écoles d'état-major, on vous dit que pour réussir une offensive, il faut attaquer à 3 contre 1. Eux, ils ont fait ça à 1 contre 3. Ça, c'était juste une anecdote. Mais pour moi, et pour revenir à la courbe de Stuart Kauffman, la guerre en Crimée a été un accélérateur de la dédollarisation. Parce que le monde entier, à part les benets qui regardent BFM et LCI, mais dans le monde entier, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, le monde entier a pu voir que l'armée russe était très nettement supérieure à l'armée de l'OTAN, et donc en particulier à l'armée américaine. Et du coup, ils n'ont plus eu besoin d'avoir peur pour se départir du dollar. Et cette guerre en Crimée a été un facteur d'accélération de la dédollarisation qui atteint presque son terme. Et donc l'effondrement de l'Occident qui va avec. Aujourd'hui, 40 pays d'Afrique ont signé des accords de défense ou de partenariat militaire avec la Russie. 45 pays d'Afrique ont quitté le système SWIFT. Bon, alors vous me direz, ils ne sont pas très riches, mais si vous voyez les réponses du président Traoré aux injonctions américaines, Voilà. Donc, pour revenir au début de ce que je disais, un système en plein effondrement, nous y sommes. Nous sommes là. Nous sommes là. Le dollar n'en a plus pour longtemps. L'Union européenne n'en a plus pour longtemps. Et l'OTAN non plus. Alors, dans les débats ce matin, j'ai un peu écouté. Et on parlait comment s'en sortir. C'est bien les actions qu'on fait, c'est bien. Mais de toute façon, c'est l'Union européenne qui va se casser la figure. Donc le système occidental est en plein effondrement. Les États-Unis, on n'en parle même pas. C'est une catastrophe. Et de l'autre côté du monde, il y a un essor, un nouveau système qui se crée, une banque des BRICS qui a certains problèmes, mais bon, qui commence à tourner. L'OCS fait pareil. D'ailleurs, l'OCS et les BRICS se sont rejoints. L'OCS, au départ, était une organisation centrée sur la sécurité. Les BRICS sur les relations commerciales et diplomatiques. Et les BRICS, aujourd'hui, ont pris en compte les problèmes de sécurité. L'OCS, les problèmes économiques. Et les deux organisations, aujourd'hui, elles pourraient fusionner, je pense même, tellement leur domaine de travail se ressemblent. Voilà, et je m'arrête là parce qu'il y aura probablement des questions après. Et en tout cas, nous vivons une période extraordinaire. Nous assistons à une transition comme il y en a une transition comme il n'y en a pas eu depuis 5 siècles. En fait, oui, je vais juste préciser ça. Il y a 5 siècles, après la découverte des Amériques, 2 systèmes se sont mis en place. D'abord, les thalassocraties modernes ont commencé à se mettre en place avec l'Angleterre, Portugal, Espagne, Hollande, France. Et puis des banques, pour financer ces expéditions,
un système de création monétaire s'est mis en place par la dette. À cet égard, il y a une bande dessinée faite par des Canadiens, Money as Debt, qui est traduite en français aujourd'hui. La monnaie comme dette, la création monétaire comme dette. Ce système de création monétaire a subi plusieurs paliers. Un premier au début du 19e avec la création de la dynastie Rothschild. Un deuxième en 1913, quand Woodrow Wilson a trahi le peuple américain le 13 décembre 1913 en confiant la création monétaire à un consortium de banques privées qu'il a appelé Réserve fédérale par mode d'inversion sémantique orwellienne. Et un troisième palier dans les années 70, quand on est passé d'une économie productive à une économie financière, fondée sur le dollar. Ce système est en plein effondrement. D'un autre côté, les marines, les thalassocraties se sont développées, en particulier la marine anglaise, la thalassocratie anglaise au XIXe siècle, qui a été remplacée par l'américaine. Et là, avec l'apparition des drones dans la guerre d'Ukraine, on s'aperçoit que la puissance maritime est devenue très, très, très fragile. Il n'est que de voir que les Houthis ont interdit l'accès à la mer Rouge, à la marine américaine. Et ils ont touché un porte-avions quand même. Hein. Bon, donc les marines militaires sont devenues très, très, très fragiles. Alors, ils vont certainement trouver une parade, une contre-mesure dans les années qui viennent, mais pour le moment, on assiste à la fois à l'effondrement du système qui est né il y a 500 ans, du système financier qui est né il y a 500 ans, et l'effondrement des thalassocraties. Je vous renvoie à Mackinder qui comparait la baleine et l'éléphant. La baleine a dominé jusqu'à présent, et aujourd'hui, c'est l'éléphant qui domine. En particulier, il suffit de regarder les nouvelles routes de la soie et les échanges commerciaux qui s'établissent depuis la Biélorussie jusqu'à la Chine, en passant par l'Iran, l'Inde et... Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Gilda, à toi. Alors bon, ce n'était pas vraiment prévu en réalité, puisque c'est mon papa qui aurait dû être là. Et puisqu'il était, tout comme vous, membre fondateur, donc... en plus, ce n'était pas prévu parce que j'ai la crème. Donc, membre fondateur donc, du groupement citoyen France Libre. Et c'était lui qui aurait dû prendre la parole. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc, je vais essayer de m'exprimer à sa place. Mais bon, comme je n'ai pas prévu de faire un grand topo, je vais surtout vous parler de lui et de son combat pour la paix, qui a commencé très tôt, puisqu'il s'est engagé dans la résistance communiste dès 1942. Il avait 16 ans. Hein. Déjà avant, il avait commencé à coller des étiquettes contre Vichy, Pétain, etc. Et résistant, résistant, il a été toute sa vie. Et résistant, il a été jusqu'au bout. Il a fait un AVC massif au mois de septembre, le 14 septembre. Et il est resté pendant une semaine dans le coma. Et du fond de son coma, quand je lui mettais des musiques, il réagissait. Je lui avais mis la jeune garde et il m'a serré fort la main. Je lui ai mis l'affiche rouge et il a ouvert les yeux un instant. C'est vous dire à quel point, effectivement, toute sa vie se retrouvait dans ces chants révolutionnaires, dans ces chants qui rappelaient ses camarades, etc. Il a fait partie des FTP-MOI, des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. C'était donc, puisqu'on parlait de groupes qui se sont battus pendant la guerre, cela, c'est en quelque sorte le fer de lance, hein, ça a été appelé comme ça par des historiens, le fer de lance de la résistance armée, c'est FTP-MOI. À un moment donné, lui, il a été sur Lyon, hein, entre autres, et les FTPF ont été... Toute la direction a été décanillée parce qu'ils ont réussi à l'infiltrer. Ils n'ont jamais réussi à infiltrer les FTP-MOI. Il y avait une organisation qui était déjà en place avant. Ceux qui dirigeaient la plupart du temps, c'était des anciens des brigades internationales. Donc inutile de vous dire qu'ils connaissaient le combat contre le fascisme et qu'ils savaient effectivement comment, en tout cas, l'organiser. Voilà. Je disais qu'il a toujours été résistant et résistant jusqu'au bout. Il a toujours refusé la mention d'ancien combattant. Parce qu'il trouvait que d'abord ça faisait très plouc. Lui, il disait, moi je suis peut-être un vieux combattant, mais je ne suis pas ancien parce que je suis toujours
combattants. Et il disait, voilà, moi je suis un peu comme le mulet des Alpes, qui deviennent de plus en plus rétifs en vieillissant. Et bien moi c'est pareil, en vieillissant, si je pouvais, je repartirais encore au combat contre tous ceux qui nous écrasent. Et il était plus que jamais combattant. Quand il parlait des combats de ses camarades, des sacrifices consentis par ses camarades, c'était pas pour ressasser des souvenirs de guerre avec Pépé qui met sa gerbe, et puis avec sa banderole, etc. Lui, il avait choisi de continuer ses combats et de le prolonger de façon militante. Et c'est pourquoi il était devenu président du pôle de renaissance communiste en France que nous représentons aujourd'hui, Fadi Kassem et moi-même. Ce qu'il voulait faire, lui, pardonnez-moi, je savais que j'aurais du mal, c'était défendre l'idéal qu'il avait fait combattre et qu'on appelle en général pompeusement le devoir de mémoire. Pour lui, c'était un devoir d'avenir. Pas un devoir sur le passé, c'était un devoir sur l'avenir. Et vous l'avez tous, enfin pour ceux qui l'ont connu, entendu dire, la mémoire ne vaut pas que pour le souvenir, elle vaut aussi et surtout pour le devenir. Il voulait éveiller les consciences quand il passait dans les bahuts où il y avait des jeunes ados, etc., qui l'écoutaient, sur les dangers fascistes, racistes, qui menacent notre République. Et il voulait mettre en avant, évidemment, ce qui a été le but de toute sa vie, cette nécessaire fraternité qui, normalement, devrait être le fondement de toute société. Voilà. Pour mon père, comme pour nous tous d'ailleurs, le verbe résister est un verbe qui se conjugue uniquement au temps présent. Et donc, on ne parle pas des résistants comme s'ils étaient tous morts. Un bon communiste, on disait à l'époque, est un communiste mort. Et bien voilà, un bon résistant, c'est un gars du passé. Les résistants d'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins bien vus. Il avait continué ses combats après la guerre, contre la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Indochine. Et en 2005, il avait effectivement combattu la mise en place, enfin avant déjà, mais la mise en place de l'Union européenne au moment où on avait largement voté non. Et il avait, jusqu'au bout là, il a lutté contre l'amalgame honteux qui a été fait, enfin ça fait plus de 30 ans maintenant, entre nazisme et communisme. Son dernier combat, il l'a mené quelques jours avant sa mort. Il avait écrit au maire indigne de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, qui, le 23 août de cette année, 23 août, la date du pacte germano-soviétique au cas où, a fait ériger un monument sur le front de mer de Saint-Raphaël pour rappeler les 100 millions de victimes du communisme. Et le même jour ou la veille, il a fait déboulonner, c'est quand même les Raphaélois qui payent dans tout ça, il a fait déboulonner la pierre de mémoire à mon oncle et à mon père qui était située sur cette même promenade. Alors il m'a raconté que c'est parce qu'elle avait été abîmée au moment de travaux. Excusez-moi, moi j'y suis allé, les travaux là, il n'y en avait pas. Il y en avait ailleurs, mais pas là. Nous sommes au mois de novembre, la pierre n'a toujours pas été remise. Mon père lui avait envoyé un courrier fulminant le 6 septembre et il n'a, bien entendu, tout comme moi d'ailleurs, jamais reçu de réponse. Donc là maintenant, je vais m'en occuper sous une autre forme, quoi, voilà. En fait, voilà, pour lui comme pour moi d'ailleurs, mettre sur un même pied nazisme et communisme, c'est-à-dire les bourreaux et les victimes, c'est absolument d'un atroce cynisme. Et son idéal, je pense que c'est le nôtre, sinon vous ne seriez pas là tous aujourd'hui, c'est une république unie, indivisible, démocratique, ce qui n'est plus du tout le cas déjà, indépendante et souveraine. Cette république souveraine, elle est née le 21 septembre 1792, pendant la Révolution française, et mon papa a quitté ce monde le 21 septembre 2025. Voilà. Il était issu d'une famille, je suis issu moi de cette même famille italienne, qui avait été chassée de son pays par le fascisme, et comme son père, son grand frère, sa maman, ma grand-mère, qui était très vindicative, on va dire, et ses deux sœurs, il était devenu fils de France, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé, parce que tous ont fait peu ou prou, en tout cas partie de la résistance. Mon père, son oncle et son frère, c'est en combattant les armes à la main. Ma tante était agente de liaison, et ma grand-mère accueillait tout un tas de gens de passage à qui on ne demandait jamais les noms,
pendant toute la période déjà d'avant-guerre, puisque déjà en 1937, il était passé un type à la maison qui boitillait et que mon oncle délicatement avait appelé roue dégonflée. Il se faisait appeler Ercole Ercoli et c'était Palmiro Togliatti, le secrétaire général du Parti communiste italien. Et on ne savait pas qui c'était, il l'avait accueilli là, voilà, il était de passage comme tout un tas de gens qui sont venus à la maison chez mes grands-parents. Et tous ces combattants-là avaient mis leur pied, on va dire, leurs pas dans ceux des soldats de Valmy, qui étaient partis au combat en criant « Vive la nation, vive la France !» Et il y a pas mal de FTP-MOI qui sont morts face à leur bourreau en criant « Vive la France !» Et ils étaient pourtant soit étrangers, soit d'origine étrangère. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous rappeler le nom de ces bataillons FTP-MOI. À Lyon, il s'appelait Carmagnole. À Grenoble, il s'appelait Liberté. Dans la Drôme, il s'appelait Champ du Départ. À Marseille, il s'appelait Marat. À Monaco, il s'appelait Saint-Just. Et à Toulouse, c'était la 35e brigade Marcel Langer qui, à la fin de la guerre, s'est appelé le bataillon Valmy. Voilà. Donc, tous tous les ultimes efforts de mon père, jusqu'au bout de son chemin, ont porté sur la sauvegarde de la paix mondiale, qu'il a toujours défendue tout au long de sa vie. C'est-à-dire que dans les conditions actuelles, évidemment, on en est vraiment à la défense de la survie même de l'humanité, parce que, voilà, Régis disait, bon, il y a un effondrement, etc. Mais mon grand-père, qui était un modeste bûcheron du fin fond de la Toscane, quand il voyait passer le seigneur sur son cheval ou sur son char, etc., et qu'il dit, jamais ces gens-là ne se laisseront prendre ce qu'ils ont. Ils préféreront verser du sang, et de préférence le nôtre. Jamais ils n'accepteront de se faire retirer ce qu'ils possèdent. Et aujourd'hui, chaque jour, quand on les écoute, nous rapproche chaque jour du conflit de haute intensité. Comment il s'appelle, Chambon Mandon, Fabien Mandon. Pardon, le nouvel état-major, là, qui vient de déclarer que dans 3-4 ans maximum, ça y est, mais rassurez-vous, il a dit qu'il ne voulait pas affoler les citoyens. Après nous annoncer une guerre nucléaire pour dans 3-4 ans, voilà. Il y a quand même plus de 60 milliards d'euros qui sont prévus quand même pour le budget de la guerre. Moi, j'aurais pas ça le budget de la défense. Il y a tout de suite 6 milliards et demi, là, ou plus de 6 milliards et demi, quelque chose comme ça, pratiquement dans l'immédiat. Alors évidemment, ça réduit forcément les dépenses publiques, c'est ce qu'on appelle la politique des ciseaux, hein. Quand ça monte pour les militaires, ça dépend pour les dépenses publiques. Et c'est ce que nos gouvernants, d'ailleurs, appellent sans vergogne une économie de guerre. Hein. Voilà. Autrement dit, ben voilà, tout ce qui est santé, éducation, allez hop là, ça passe à la trappe. L'éducation aussi, ils ont quand même promis de nous augmenter de 0,4 milliards, c'est-à-dire rien du tout par rapport aux besoins fondamentaux de l'éducation nationale, quoi. Voilà. Et alors évidemment, avec ça, adieu aussi la souveraineté française, qui est déjà d'ailleurs bien amochée, parce que sous couvert de parapluie nucléaire, ça c'est la grande expression, parapluie nucléaire, notre président qui se rêve en empereur de l'Europe, et qui est en réalité un véritable boutefeu ce type, continue à vouloir élargir ce parapluie nucléaire à d'autres pays européens, particulièrement la très démocratique Pologne, et à l'Allemagne, qui a trouvé dans son soutien à l'Ukraine le prétexte tout trouvé pour sa revanche sur sa défaite face à l'Union soviétique. Ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Hein. Et en fait, de parapluie nucléaire à continuer comme ça, on va se retrouver le paratonnerre véritablement de l'Union européenne, quoi. Voilà, pourtant, comme dit mon père, Poutine a quand même prévenu à plusieurs reprises que ce n'était pas dans l'emploi, en tout cas de la force nucléaire, ne serait jamais la première faite par la Russie, etc. Mais il se l'interdisait. Mais actuellement, on voit bien que les lignes sont, comme ils disent, sont extrêmement en cours d'évolution, extrêmement tangentes, et qu'ils ont des armements, des missiles hypersoniques, etc. et tout, qui font que son parapluie nucléaire, je vous dis pas ce qu'il peut. Ma grand-mère me disait toujours, c'est là que je mets mon parapluie. Voilà. Bon, donc
Et du coup, de ce conflit local, régional, etc., ça risque de virer un véritable conflit mondial, nucléaire, qui risque d'exterminer même tout vivant sur Terre. Alors, il ne suffit pas de dire bêtement, comme on peut l'entendre sur nos médias, n'est-ce pas, que Poutine, il est fou et autres discours de tribune. À supposer que ce soit vrai, il vaudrait mieux quand même prendre au sérieux ce qu'il dit. Hein. Regardez, tout le monde dit que Trump, il est dingue. On a intérêt à faire attention à ce qu'il dit parce que, voilà, et le Venezuela, et le Liban, et l'Iran, etc. Et il se sert du fascisant Netanyahou pour accomplir toutes ces vilainies. Donc voilà. Et ce n'est pas être antisémite que de dire ça, c'est être clairvoyant, et puis c'est tout. Et il ne suffit pas non plus de dégoiser à longueur d'onde, comme on peut l'entendre là aussi, sur nos médias qui ne sont pas fous, ils n'enverraient pas leurs rejetons, eux, se battre en Ukraine. Et ces milliardaires-là, que c'est un grand régime démocratique, l'Ukraine. Ils ont supprimé le code du travail quand même, d'accord. Ils ont supprimé les partis de gauche, à commencer par le Parti communiste. Ils ont démoli les monuments à l'ex-Union soviétique pour en enlever, on en a parlé ce matin, à Bandera, célèbre pogromiste, pas toujours bien vu par les Polonais non plus d'ailleurs. Et s'il y en a qui ont des nouvelles, tiens, j'aimerais bien en avoir parce que je n'ai plus de nouvelles des deux frangins jumeaux, les frères Kononovitch, qui avaient été arrêtés, puis il y a eu un procès, et puis après ils ont été pris pour être envoyés au front, si vous voyez ce que je veux dire. Mes dernières nouvelles datent d'avant l'été, depuis, je n'arrive pas à obtenir des nouvelles des frères Kononovitch. Donc, bon, puis comme on n'a pas le téléphone et tout le monde avec l'Ukraine, je ne sais pas trop où ils en sont, quoi, voilà. Donc, face à ces menaces, qui sont pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, effroyables, il est indispensable, en France, pour commencer en tout cas, que se forme ce front qui est le nôtre, qui est celui de la raison, le front de la vie, en quelque sorte. Quand on voit notre pays qui est dilué dans une Union européenne de malheur, qui est vraiment la figure de proue de l'OTAN, et qui menace de priver de notre sens, de sens notre présent, et même notre avenir, et même, je dirais, les sacrifices, rétrospectivement, les sacrifices consentis par mon père et ses camarades à l'époque pour que notre pays soit ce qu'il avait rêvé qu'il soit, eh ben, je reprendrai, vous la connaissez tous, la phrase d'Aragon, qui disait « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux aimaient la belle, qui était prisonnière des soldats. » Voilà. Merci. C'est pour toi. C'est pour toi. Oui. Moi, je voudrais évoquer le GCFL. Je commençais par le GCFL. Tu as dit il faut résister. On reprend le flambeau. Il faut résister. On est dans une situation dramatique, sinon tragique, à tous les niveaux, au niveau de la France, au niveau des pays européens, au niveau d'une guerre qui se dessine. Alors, je veux dire, on a affaire à des politiques en France, de gauche comme de droite, qui trahissent le peuple français depuis des décennies. Donc, je ne suis pas gaulienne, mais je veux dire, De Gaulle avait un code de l'honneur, c'était celui des militaires. Voilà. Alors, il y a actuellement en France des militaires qui résistent à un certain nombre de choses, notamment le président de la République ne respecte pas la Constitution. Visiblement, on suppose qu'il y a des soldats français en Ukraine. On est à peu près... En Pologne. On est à peu près sûr... on est sûr que des armes sont parties de France.
il aurait fallu que le gouvernement en parle devant le Parlement. Ça n'a pas été fait. Donc on est en France dans une position catastrophique sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan militaire. Ça fait combien de décennies aussi que on a lâché l'armée. Je veux dire, comment dire, je crois que c'est Olivier Fraud qui disait une fois, pour reconstruire une armée en France, il faut entre 15 et 20 ans. Donc, quand on entend Macron dire on va aller au front, contre le front russe, en plus, je veux dire, on se demande s'il n'a pas envie d'en finir avec la France, en réalité. Voilà. Et donc, on a besoin de tous les résistants. Et s'il y a des résistants dans l'armée, eh bien, il faut s'aider de ces résistants-là aussi. Alors, l'armée, c'est un service public. C'est un service public qu'on doit défendre comme la santé, comme l'enseignement. Bien. Comment dire, en plus, l'armée a un code de l'honneur, elle défend la France, et actuellement, c'est la France qui est attaquée. C'est pas seulement depuis, enfin, je dis actuellement, mais ça fait, j'ai envie de dire, depuis la Révolution française de 1789, que la France est dans le collimateur des Occidentaux. Maintenant, enfin, depuis un certain temps, ce sont les États-Unis. Enfin, bon, je veux dire, le néolibéralisme. Donc, la France, on sent bien depuis 2 siècles qu'il faut que la France, je veux dire, s'aplatisse, se fonde dans le néolibéralisme américain, ou bien, voire mieux, qu'elle disparaisse. Je veux dire, la guerre de 14-18, bon, on aurait bien voulu que la France disparaisse, perde. D'ailleurs, en 14-18, ça ne s'est pas terminé par une capitulation des armées, ça s'est terminé par un cessez-le-feu, l'armistice. Bon, je vous passe d'autres détails. 39-40, les États-Unis sont arrivés très tard, pratiquement à la fin de la guerre, et avec ce qu'on appelle l'AMGOT. C'est-à-dire qu'il fallait mettre au pas toute la France. Voilà. Et ils sont arrivés avec de la fausse monnaie. Oui. Ils sont arrivés donc avec des techniciens. Hein, il fallait mettre la main sur la France. Alors, pourquoi la main sur la France? Ben parce que c'est je veux dire, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a créé quelque chose de particulier en France, hein, qui lutte contre, par exemple, le communautarisme, hein, qui est franchement américano-néolibéral. Et puis aussi, il faut le dire, en France, à partir des années 36, je veux dire, on avait un parti communiste fort. Hein, ça représentait à peu près 30% dans l'électorat. Donc, c'est pour ça aussi qu'il fallait, comment dire, mettre la France au pas. Bon, grâce à De Gaulle, grâce aux communistes, grâce aux résistants, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Mais c'est pas fini. Je veux dire, la création de l'Union européenne, c'est aussi pour mettre la France au pas. C'est-à-dire pour la diluer dans une instance beaucoup plus large, qui est une fédération, parce que dès le traité de Rome, l'espace supranational était déjà écrit en toutes lettres, quoi. Donc, bon, là, actuellement, je veux dire, Macron trahit. Alors, Sarkozy a trahi le vote de 2005. Mais là, Macron
trahit la France. Trahit la France sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal et sur le plan de l'existence de la nation même. La prochaine loi de décentralisation devrait arriver, à moins que on fasse exploser la chose. Mais je veux dire, le statut fédéral est vraiment, organisé. Et dans ce cas-là, je veux dire, il restera plus que des grandes régions et la nation disparaît. Et ça veut dire aussi quelque part que le peuple disparaît. Ça veut dire aussi que la démocratie disparaît. Or, quand on a vu qu'il y avait des militaires qui résistaient à Macron et à toute sa politique, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose d'intéressant avec ces militaires. Voilà pourquoi on a créé le groupement citoyen France Libre. On a repris des termes de la résistance. Voilà. Et quand on entend Régis exposer un problème géopolitique, on comprend bien que nos groupes-là de résistants citoyens, je veux dire, on a tout à fait intérêt à travailler avec les résistants militaires. Et on a une pétition à signer pour soutenir ceux qui s'opposent à Macron, à juste titre, pour le bien de la France. Et donc, il faut organiser ces pétitions de soutien. Si vous pouvez venir, maintenant c'est le 19, je crois, le 19 novembre, pour soutenir un camarade général, je vais dire comme ça. Ça a changé. Ça a changé, voilà. Et donc, moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez pas venir, il faut signer cette pétition et la demande de soutien au Conseil d'État. Même si vous ne venez pas, il faut la signer. Voilà. Et il faut que cette information traverse toute la France. Voilà. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je suis tout à fait, je veux dire, je suis ravie. Je reprends un peu confiance dans mon militantisme, dans ma résistance, quand je sais que il y a dans l'armée des gens avec un code de l'honneur qui sont prêts à défendre la France. Voilà où j'en suis sur le plan militant. Voilà. Bon, ben, à mon tour, je vais continuer sur le groupement citoyen France Libre, en rappelant que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas les répéter, qu'au départ, il y a une initiative prise par des militaires, 42 généraux, 119 colonels, des milliers d'officiers, de sous-officiers et de soldats. Déjà ça, c'est absolument considérable. C'est quelque chose d'inédit. Qui sont retraités, hein, on est d'accord, qui signent un texte qui s'appelle Résolution citoyenne, qui dénonce l'attitude des pouvoirs publics, du président, mais aussi des parlementaires, sur la question ukrainienne. Parce qu'ils disent qu'il y a des rumeurs de présence de militaires français en Ukraine, que les règles constitutionnelles et de droit ne sont pas respectées pour livrer des armes à l'Ukraine, et qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire sur toutes ces questions. Et donc le président de la République fait absolument ce qu'il veut, il envoie des armes, etc. etc. Et donc ces militaires dénoncent le fait que, déjà de cette situation et de la difficulté dans laquelle sont placés les militaires, parce que la légitimité des décisions politiques, finalement, est nulle. Il n'y a pas de légitimité. Donc comment assurer un commandement lorsque le pouvoir politique est faible?
Et donc, ça place, disons, les militaires dans des complications insolubles. Donc, ils font cette pétition. Et c'est Daniel qui attire notre attention, qui avait vu passer ça, à Michel et moi. Et donc, notre première réaction était un peu négative, parce que l'association qui porte cette résolution, c'est l'association Place d'Armes, composée de militaires retraités, qui avait publié l'appel des généraux, ça vous dit peut-être quelque chose, en 2021, je crois, quelque chose comme ça, qui était vraiment pas très bon. Hein. Donc, il y avait une prévention, et puis le président de cette association était l'ancien responsable du service d'ordre du Front National. Donc c'était quand même des points négatifs comme ça a priori. Mais en lisant le texte, on a trouvé qu'il y avait une matière réelle sur laquelle il fallait intervenir. Et donc, on s'est demandé comment entrer en contact avec ces gens-là, parce que le gars, c'est un ancien du FN, nous, on a un curriculum un peu chargé, donc comment ça peut matcher tout ça? Et c'est là que j'appelle Régis, parce qu'on se connaissait, je lui en parle, et tout de suite, il me dit, j'ai un pote, ils ont fait la prépa Saint-Cyr, tous les deux, Olivier Fraud, colonel aussi, comme Régis, appelle-le de ma part, etc. Donc j'appelle Olivier Fraud, qui a parlé tout à l'heure, c'est lui que nous avons vu. On lui explique ça, et il dit, ok, je vais prendre des contacts. Et de fil en aiguille, on prend donc contact avec Olivier Fraud, avec différentes personnes, et on arrive à faire un groupe avec donc Olivier, avec le président de l'association Bon Sens, Xavier Azalbert, qui est en même temps le directeur général de François, avec l'avocate du général Pellizzari, Paul Pellizzari, qui nous rejoint notre groupe. On contacte donc Léon, mais disons le PRCF, et on arrive à faire plusieurs réunions régulières pour voir un peu ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est comme ça que va naître l'idée de créer, sur la base du Conseil national de la résistance, voilà. Parce qu'on se rassemble là-dessus. On se rassemble là-dessus. Ce groupement citoyen France Libre. Pourquoi faire? On s'est mis d'accord sur une profession de foi. Allez la lire sur le site internet. Et on commence à réfléchir à des initiatives, déjà des initiatives de soutien aux actions judiciaires déjà engagées. Parce que, notamment par le général Pellizzari, il a porté plainte. Alors, il faut être un peu burné, comme on dit. Hein. Il a porté plainte contre le ministre de la Défense, contre le Premier ministre, contre le ministre des Affaires étrangères, sur ces questions-là. La hiérarchie militaire, et Macron, qui dirige tout ça, l'a sanctionné, et il a été radié. C'est quand même énorme. Radié de quoi? Alors, radié de la 2e section. Il était en 2e section? Oui. Alors, ce qui est très rare. Alors, c'est assez rare. Alors, ils sont deux. Il y a le général Coustou. Alors non. Le général Coustou n'est pas en 2e section. On quitte la 2e section à l'âge de 67 ans. Le général Coustou a 80 ans. Donc, quand Macron a fait convoquer Coustou par l'institution militaire, c'était encore une fois n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il ne connaît pas les textes, il ne connaît rien. Ouais. Bon, ben là, on apprend encore quelque chose. En tout cas, ce que nous avons compris, c'est que le général Pellizzari, il a été radié de la 2e section. Bon, son avocate a porté plainte, a déposé un recours pour excès de pouvoir au Conseil d'État, et l'audience a lieu maintenant le 19 novembre à 14h. Donc on donne rendez-vous à nos camarades devant le Conseil d'État, 19 novembre, 14h. Et on peut rentrer dans la salle, hein, c'est public.
On fera des vidéos. Il y a une conférence de presse qui est prévue. On va faire du battage. Et ça, c'est une action que nous menons là pour suivre la défense du général. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et après cette action, nous allons faire le point, nous allons discuter pour savoir jusqu'où nous pouvons aller. C'est-à-dire quelles sont les actions, cette fois-ci de nature politique, qui viennent amplifier les actions judiciaires pour développer un certain nombre d'initiatives autour de 2 thèmes, la démocratie et la paix. Et donc, que peut-on faire pour rassembler des forces autour de ces 2 questions? Comment mettre en avant ce groupement tout à fait inédit, tout à fait particulier? Est-ce que ça peut créer un intérêt dans la société, parmi des gens? Est-ce qu'on appelle le public à nous rejoindre, les citoyens à nous rejoindre? Est-ce qu'on crée une organisation? Et comment on s'organise si on le fait? Est-ce qu'on peut collecter des financements? Etc., etc. Donc voilà les questions qui sont pas minces, qui sont à venir là, dans les quelques semaines maintenant qui viennent, et comment faire le lien, approfondir ce lien entre ces militaires, parce que en fait, l'armée, elle est composée de citoyens, et ces citoyens, ils ont des opinions, ils ont des idéologies, ils ont parfois une appartenance politique cachée, mais il y a une fraction républicaine, démocratique, qui existe dans l'armée, qui a toujours existé dans l'armée, et qui aujourd'hui, ce que disait Régis tout à l'heure, il faut trancher en fonction des enjeux de la situation actuelle et offrir à un certain nombre de militaires retraités, mais d'actifs, dans des formes adaptées, un cadre dans lequel ils peuvent s'engager en respectant des normes de sécurité, bien entendu, mais qui peut avoir un impact sur la population. Et je termine là-dessus, c'est que le lien entre l'armée et le peuple reste très fort en France. Bien sûr. La population a confiance dans l'armée de façon très majoritaire. Et donc, alors ça se traduit des fois par des comportements politiques un peu contestables. Les gens qui disent oui, il faut un homme à poigne, il faudrait un président de la République qui a poigne pour redresser. C'est pas vraiment la question. C'est pas comme ça qu'il faut certainement résoudre les problèmes. Mais il faut de l'autorité. Ne confondons pas les choses. En tout cas, en nous appuyant sur cette image positive de l'armée qui demeure encore, mais qui risque de disparaître parce que tous les discours, tous ces généraux-là qui vont à la soupe et qui font monter la tension, qui racontent n'importe quoi sur la menace russe, etc., ça peut se retourner contre l'armée. Donc il faut qu'il y ait des militaires qui se dressent. C'est ce que certains ont fait. Eh bien, nous essayons de faire quelque chose avec eux, eux avec nous, et on va voir là dans les semaines qui viennent si on peut déboucher sur des actions, des axes stratégiques intéressants. Merci. Juste une chose, je pensais 2 secondes là, à Robespierre, qui disait que quand voilà, un pays se lance comme ça dans des guerres de conquête, il peut effectivement sortir précisément à l'encontre de ce qu'on est en train de dire là, un despotisme militaire qui n'aurait pour d'autre but que de détruire la République. Oui, tout à fait. Oui, donc on n'est pas du tout, voilà, c'est vraiment,
totalement l'inverse de ce que fait Régis, etc. C'est la défense de la République. C'est une armée de défense, c'est pas une armée qui va attaquer. Et on parlait de soldats envoyés à l'étranger. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, il y en a qui ont été formés, des Ukrainiens, enfin, tout le monde le sait, dans le camp de la Courtine. Alors, ce camp de la Courtine, il est en Creuse, et c'est un camp... C'était la Courtine. Oui, c'est la Courtine. Le camp de la Courtine en Creuse, où au moment de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, il y avait des soldats russes. Oui. On ne demandait pas pourquoi ils avaient été là. Enfin, bof, crac, on les avait collés là. Et quand ils ont entendu que chez eux, il y avait la révolution, ils ont dit, bon, ben nous, on se tire. Ah ben non, 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 toi, tu restes là, tu bouges pas de là, etc. Et on est venu leur tirer dessus. Ils ont été massacrés dans le camp de la Courtine. Voilà, les bolcheviks. Et donc, c'est là qu'on va former les soldats ukrainiens. Et ils sont tous partis en débandade Voilà. au bout de 15 jours. Oui, oui, ah ben c'est parti en brioche. Ouais, cette c'est affaire. parti en Non, mais sucette complet. C'est parti en brioche complètement cette affaire. Ça a été filmé en plus par le France 3 local. C'était apocalyptique leur truc. Ok, ben merci. Si vous voulez apprendre à courir, allez vous former à la Courtine. Non, c'est ça. Et donc, concrètement, gcfl.fr, FR. signez la pétition. Où est-ce qu'on Et- a signé là-bas Sur le site. Là-bas, j'ai mis un texte où on peut indiquer son nom, mais le mieux, c'est d'aller sur le site, puisqu'il y a un formulaire direct. Et vous avez 2 clics à faire. Signer la pétition, d'une part, et signer le soutien au général. Maintenant, alors, ne vous étonnez pas si vous trouvez le 17 à 9h30, puisque l'info date d'hier 19. soir. C'est Non, le mais Conseil j'ai d'État. prévenu Marc, normalement Voilà. il doit le faire Que aujourd'hui. le Conseil la correction. d'État avait changé le jour et l'heure. Mais Non. voilà. Et 2 signatures. inondé 2 signatures, on a de compris. signatures. Et inondé partout. Parce que si on veut que le système change, Voilà. il faut le faire aussi avec des militaires courageux qui défendent Oui. la même chose que nos idées et pas faire les chichiteux. Voilà. Et vive la révolution des œillets Voilà. en France. Oui.